Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour le King, comment ça va? Salut mon Guillaume, je vais bien et toi-même? Bah ça va au top. Arrêt 6, je m'en remets à peine. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'il y a un combat qui m'a marqué. Je m'en suis levé de mon siège. C'est Jackie Jeanne. C'est complètement fou. Parce qu'encore, réussir un comeback, je suis d'accord. Mais réussir deux comebacks à la suite, complètement fou. Terrible. Il y a un commentaire que j'ai partagé, un commentaire de Twitter que j'ai partagé où le mec disait Jackie Jean, il a une stratégie pour gagner les bonus de 10 000 dollars, de 10 000 euros. C'est qu'il se laisse taper, il donne l'impression qu'il est dominé et ensuite il revient des morts et il choque tout le monde et il gagne les sous. Mais ça ne peut pas continuer comme ça, faut qu'il Oui, arrête. c'est ça, c'est Ça peut pas exactement ça. continuer comme ça. Faut qu'il arrête. Mais en tout cas, très gros combat, beaucoup d'émotions. Il y a pas, enfin, en tout cas, je ne sais pas s'il y avait des personnes qui sont restées, euh, comment dire, sans être ému sur ce combat-là. Moi, j'étais complètement bouleversé. J'étais speechless. Sans parole. J'avais pas de mots. J'étais juste choqué, bluffé. Parce que les probabilités pour que Jackie Jeanne revienne de ce combat-là étaient tellement maigres que c'est fait. Voilà quoi. Donc, gros, il a montré un gros mental. Les deux, d'ailleurs, ont montré un gros mental, hein, parce que quand Jackie Jeanne se relève de du premier contrôle au sol, ça demande beaucoup d'énergie Mhm. à Hugo Guillon de repartir tout de suite le coller comme un morpion, de le ramener au sol et de continuer à le contrôler au sol. C'était un très beau combat. C'était vraiment un très beau combat. Et de toi à moi, quand il y a un athlète comme ça, ok, ça peut pas continuer, je te l'accorde complètement, mais et c'est ce qu'il a dit en conférence de presse et puis dans la post-fight interview, mentalement, je pense que pour lui aujourd'hui, il se dit personne ne peut me battre. Tu vois, quand tu survis à ça à chaque fois, ça doit être. C'est une vraie drogue. Tu le sens que, tu le sens. Hein. Tu sais, à l'époque, quand on venait de découvrir les cassettes VHS de l'UFC et qu'on voyait ces mecs qui criaient après les combats et qu'on sortait des arts martiaux classiques, on ne comprenait pas pourquoi ils criaient et on se disait que c'est parce qu'ils sont chargés et qu'ils crient comme ça et tout. Mais en gros, il y a ce cri de délivrance là où tu te sens l'homme le plus fort du monde, quoi. T'as mis un KO, tu te sens invincible, tu te dis c'est pas possible, je suis un demi-dieu, quoi. Et donc, je pense que ça le galvanise. Maintenant, j'utilise toujours cette franchise-là qui, d'ailleurs, à Paris, glacial pour certains. J'ai cru entendre que certains trouvaient que c'était glacial de dire qu'ils n'avaient pas droit à la ceinture pour le moment, en tout cas qu'ils n'avaient pas le niveau de faire une ceinture à 93 kilos. Bah, encore moins à 84 kilos. La réalité, c'est que c'est très technique. Enfin, une ceinture, il faut quand même un minimum de technicité. Alors, il fait exactement ce qu'il doit faire pour gagner les combats. Ça veut dire que le protocole qu'il a mis en place, aussitôt tombé, de reculer, de poser son dos sur la cage, de protéger son dos, de faire toujours face à l'adversaire, c'est un protocole que j'enseigne à la salle et qui est mis en place, qui est automatique. Aussitôt que je tombe, tout de suite, je m'organise à ce que l'adversaire qui est sur moi ne puisse pas établir une position très forte sur moi. Je ne fais pas, je fais fi de ces coups, donc je ne tiens pas en compte le fait qu'il me frappe en grand and pound, parce que si je me mets à bloquer les coups du grand and pound, je me fais déborder et du coup, je n'ai pas le temps de reculer. Mais non, je me moque qu'il me frappe, je tombe, je me mets à reculer. Et comme je recule et qu'il ne veut pas me laisser partir, il est obligé d'utiliser ses mains au lieu de me frapper, il est obligé d'utiliser ses mains pour me retenir. Du coup, je ne prends plus les coups et ça devient une épreuve de force entre moi qui euh, qui tracte mon corps pour l'amener vers la cage et lui qui me retient physiquement avec les deux mains manuellement pour ne pas que je recule. Et quand j'arrive sur la cage, j'ai déjà sauvé un problème parce que je n'ai plus un problème de montée. J'ai maintenant un mec qui essaie de me déséquilibrer et d'amener mes épaules vers le sol. Et là, ça devient une bataille un peu plus aisée pour quelqu'un qui n'est pas un expert au sol. Alors que si je reste au milieu, c'est la mer profonde. C'est vraiment on est en mer profonde. L'idée, c'est de revenir à la plage. Dès que tu ne connais pas beaucoup la mer profonde, vaut mieux que tu traînes avec ton petit bateau juste sur les quais, sur les bords. Et comme ça, si c'est chaud, tu peux nager
revenir et poser ton dos sur la cage. Ce protocole-là, ça lui permet à la fois de continuer à gagner en attendant à survivre, mais surtout, ça lui laisse le temps d'apprendre pendant qu'il évolue. Sinon, tu fais quoi? Sinon, tu ne boxes pas, tu ne combats pas, tu passes ton temps à apprendre pendant 3 ans pour essayer de maîtriser les lacunes que tu avais au sol et en lutte. Et ensuite, quand tu maîtrises, tu reviens. Sauf que, bon, comme tu as oublié la boxe, tu vas encore repartir à reboxer parce que tu auras pris un sale KO et tu es perdu. Et donc, je trouve que son protocole, c'est ce protocole-là que j'appliquerais pour quelqu'un comme Kaim Gadji. C'est de dire, tu es un bon boxeur. N'essaye pas d'aller jouer avec les records en eau profonde. Dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui se complique, pose ton dos par terre, recule, va te protéger. Ton meilleur ami, c'est le sol pour ton dos et c'est la cage pour ton dos. Ton dos ne devrait pas avoir un adversaire, mais la cage dessus, collée dessus. Comme ça, comme la cage est collée dessus, il n'y a personne qui peut prendre la place. Et c'est à peu près ça qu'il a appliqué comme stratégie et ça va. Mais encore une fois de plus, il ne pourrait pas prendre un mec qui est un gars complet à 93 kilos. Ça se passerait très, très mal. C'est que à 93 kilos, si tu prends Oumar Sy ou si tu prends Paulin Béguet, ça devient très compliqué pour Jackie Jeanne. Même en descendant à 84 kilos, aujourd'hui, les 84 kilos qu'on a, son espérance de vie ne dépasserait pas 2 minutes avec un mec comme Ahmed Salamov. Ça serait très compliqué. Donc, c'est en toute objectivité que je pense que il doit profiter du fait qu'il ait maîtrisé déjà comment survivre et qu'il ait cet instant de battant et profiter de ce moment pour apprendre, pour continuer à apprendre et commencer à penser au renversement, commencer à penser aux soumissions anti-amenées au sol. Au bout d'un moment, au lieu d'avoir cette attitude de défendre que la lutte de manière passive, il faut qu'il commence à défendre la lutte de manière active avec des contre-attaques comme des coups de coude sur les oreilles des deux côtés, comme des guillotines par exemple. Tout ce qui va être dissuasif pour ses adversaires de continuer à vouloir l'amener au sol. Et ben voilà, vous savez tout pour Jackie Jeanne et pour la suite. Sinon, est-ce qu'on a la confirmation de Moustapha Aida contre Taylor Lapillus pour la défense de ceinture bantamweight pour le mois de septembre, monsieur? Moi, c'est un combat qui ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Alors, quand je le dis que ça ne me dérange pas avec mon petit sourire comme ça, certains d'entre vous peuvent dire mais non, il veut protéger Taylor. Il ne veut pas que Taylor combatte, il veut protéger Taylor pour que Taylor aille à l'UFC. En même temps, si je dis je suis OK, il faut que Taylor combatte demain contre Moustapha Aida, la moitié des gens vont dire oh le bâtard, il veut que Moustapha Aida perde parce que Taylor est un pas en avance. Ma posture est telle que quel que soit ce que je fais, on voit le mal partout. Tu te rappelles de cette petite histoire du mec qui passe avec son cheval, son âne, et puis il traîne l'âne par la corde, et puis il y a des villageois qui sont là et qui lui disent mais t'es tellement bête, tu ne comprends pas qu'un âne c'est fait pour le monter, quoi. Tu marches à pied sous le cagnard et tu ne le portes pas. Et puis au retour, il porte l'âne sur son épaule, on lui dit mais qu'est-ce qu'il est stupide. Au lieu de se faire porter, oh non, il monte sur l'âne, on lui dit oh qu'est-ce qu'il est méchant, le pauvre âne, et tout, il écrase et tout, il y a le soleil, il lui monte dessus, il n'a pas pitié de l'âne. Et puis au retour, il porte l'âne sur lui, on le retraite encore de bête. Quel que soit ce que tu fais, il y a une moitié de personnes qui vont dire c'est pas. Moi, je pense que le combat entre je pense sincèrement que le combat entre Taylor Lapillus et Moustapha Aida est déséquilibré, dans le sens où Moustapha Aida est classé 270 sur le Fight Matrix, peut-être 250 aujourd'hui s'il y a une mise à jour parce qu'il a gagné son dernier combat. Peut-être il est à 260 par là, alors que Taylor est numéro 40 mondial. Et depuis longtemps déjà, il était 40 mondial. Je pense que Taylor a beaucoup plus d'espérance. Je pense que même si Moustapha a montré un physique et une endurance, un cardio de malade en opposition avec son corps qui a une couche adipeuse correcte, il y a quand même un gros delta. Maintenant, encore une fois de plus, moi je suis pour les gens qui tentent leur chance. De la même manière que je dis à Nassoudine Imavor, au lieu d'aller affronter des mecs de ton niveau qui sont classés comme toi, comme Ace, qui finalement vient te poser des problèmes alors qu'il a ton niveau,
va tomber plus haut, va chercher des personnes plus expérimentées, viens, on va chercher un top 20, viens, on va chercher un top 5, parce qu'au moins, si tu perds contre les grands. Voilà ma philosophie. Donc, ce n'est pas comme si je piégeais le petit Moustapha. Et là, je pense que c'est une vraie possibilité de lui donner sa chance et de dire qu'il faut rebâtir les cartes. On sait jamais qui surprenne et avec sa vivacité, sa vitesse et tout ce qu'il a comme matière qui viennent surclasser et que ça change le game. Et en une soirée, il va gagner 200 places. 200 places à gagner. Mais encore une fois de plus, c'est risqué. C'est risqué comme toutes les stratégies, mais vous me connaissez déjà dessus. Ma stratégie, elle est simple. On tombe en avant. Quand j'ai un jeune qui fait un call-out et qui demande Taylor Lapillus, moi, je suis complètement content pour Moustapha Aida et Léopold Gouaï parce que c'est un combat exceptionnel. Enfin, nous avons beaucoup discuté pour savoir quel était le combat de la soirée entre le combat de Jackie Jeanne, Hugo Guillon. Ouais. Hugo Guillon versus combat Léopold Moustapha Aida. Et techniquement parlant, le meilleur combat, oui, c'était le combat de Moustapha et Léopold. Maintenant, ce qu'on demande, quand on demande aux gens, c'est quoi le combat de la soirée? Ce n'est pas le combat technique, c'est le combat de l'émoi, de l'émotion. Le combat qui fait que tout le monde est comme ça en mode... C'est ça qui donne envie et qui fait que les gens soient dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a penché dessus, parce qu'on était on était tous unanimes que le combat qui nous a le plus choqué et qui a mis tout le monde debout, c'était celui-là de Jackie Jeanne. Mais sinon, techniquement parlant, je suis tombé amoureux du combat de Moustapha Aida et Léopold. Et effectivement, le main event aussi était de haute qualité. Il y avait de l'impact, il y avait du rebondissement, il y avait de la violence, il y avait de la technique, mais encore moins technique que celui de Moustapha Aida. Parce que quand Moustapha Aida prend en compte en guillotine Léopold et qui est mise en danger de quasiment 45 secondes, 1 minute, et que la tête du petit devient violet, mais il ne lâche pas l'affaire, c'est impressionnant. C'est vraiment, c'est tendu, tu vois. Et je trouve qu'il y a un très bon niveau. Encore une fois de plus, je pense juste que certains pensent que peut-être j'hésite à faire le combat parce que je veux préserver le champion d'Ares sur les bantamweight qui est comment il s'appelle, Taylor Lapillus. Mais non, je ne veux pas le préserver. Je n'ai pas l'intention de... Ça se joue comme ça, même avec des gars de sa salle. Aujourd'hui, il y a un jeune à la salle qui s'appelle Abou Youssounov, c'est le petit frère de Topal Youssounov. C'est un problème à 61 kilos. C'est le sparring principal de Taylor Lapillus et de Samir Faidine. C'est un sérieux problème. Je ne suis pas sûr que Léopold ou Moustapha puissent le battre. C'est un vrai client. Mais je suis chaud à le lancer et le laisser affronter Taylor s'il y a personne, tu vois, parce que la catégorie de 61, elle est un peu vide, et donc ça m'arrangerait qu'il y ait... Non, je n'essaye pas de protéger Taylor, je veux donner la chance à certains jeunes de pouvoir gagner, et si Taylor, par aventure, signe à l'UFC, je n'y peux rien, je n'ai pas l'intention de le retenir. C'est un gros événement à l'UFC, donc voilà. Mais en tout cas, si jamais il n'y a pas l'UFC, c'est sûr que Moustapha Aida affrontera qui il a envie d'affronter. Et ben voilà, formidable. Non, et puis je voulais ajouter à ça, c'est que j'aime bien, moi, ces jeunes-là qui ont de l'ambition, parce que, un petit mot pour Mohamed Bayo, moi j'ai bien aimé tout ce qu'il y avait eu dans l'avant-combat, tu vois, quelqu'un qui a pas peur d'affronter un gars qui, sur le papier... fait quand même peur à pas mal de gars, il affiche ses ambitions, et puis ça s'est pas passé comme prévu pour lui, mais en tout cas, tu vois, il y a quelqu'un pour lequel ça s'est passé comme prévu, c'est Jordan Zebo, et après, il a dit, je suis prêt pour n'importe qui, que ce soit Abdul, que ce soit, enfin voilà, tu vois, et je trouve que c'est bien aussi, tu vois, quand il y a des gars qui ont cette mentalité, pas forcément à l'américaine, mais tu vois, de se dire que
même après le combat, une fois que t'as fait une grosse performance, bah quand on tend le micro, tu fais pas redescendre le truc. Tu saisis cette opportunité-là pour que les gens ils se disent oh, ok, on a un gars qui est chaud. On en a besoin. Les gens me posent des questions de savoir quels sont les facteurs de performance pour que le MMA continue à se développer. Tu sais, les gens que tu croises dans la rue et qui te disent salut Guillaume et tout, merci pour tout ce que tu fais pour le MMA, franchement, ça avance et tout. Salut Fernand Lopez, tu sais, merci pour ce que tu fais. Faire quelque chose pour le MMA, c'est ce que ces jeunes font. Alors, Jordan Zebo qui call out, je pense que les gens ont mal compris. Ce n'était pas vraiment un call out. Non, je pense que ce que Jordan Zebo voulait dire, c'est voilà. Les gars, moi je suis chaud. Moi je suis quelqu'un qui pense que il faut oser. Moi j'étais là, il y avait plus d'adversaires pour un grand nom comme Karim Gadji, bah je me suis mouillé. Moi je suis quelqu'un comme ça. Si demain on m'appelle et on me dit que Kalamoussou n'est pas là, il est blessé, ou que Abdul n'est pas là, il est blessé, moi je prendrai la place. Moi je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. C'est pas un vrai call out, parce qu'en réalité déjà, ce n'est pas possible techniquement. La fédération ne permettrait pas que ça se fasse. Moi, je ne permettrais pas que ça se passe parce que le delta est monstrueux. Avec le mec a 2 combats et il va affronter quelqu'un qui a 40 combats et c'est pas n'importe qui, c'est un coupeur de tête. Que ce soit Abdul Kalamoussou, ce sont des monstres, quoi. C'est des mecs qui viennent te vendre la mort. Quand ils arrivent devant toi, c'est des messagers de la mort. Ça ne vient pas rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas laisser un petit comme ça aller face à des personnes comme ça. Mais son geste et son intention développent le sport de combat de manière massive. Aujourd'hui, toi et moi, on parle de Mustafa Aida parce que Mustafa Aida nous a donné de la matière à parler. Le call-out fait qu'on parle de lui. Parce qu'on parle de lui, l'économie de Mustafa Aida va changer. En effet papillon, à un moment donné, des sponsors vont s'intéresser à lui parce qu'on parle de lui. Donc, les petits conseillers qui viennent là et qui te disent « Non, Mohamed Bayo, non, t'as fait une connerie, fallait pas. » Je m'inscris en faux. Parce que si Mohamed venait et qu'il claquait sa guillotine en 2 secondes, toutes ces personnes-là seraient archi fans en mode « Oh my God, comment il a fait pour faire ça ?» Quand Conor arrivait et qu'il disait « Je vais le mettre KO au 2e round », bah, si Conor avait perdu et qu'il ne mettait pas KO, il serait la risée de tout le monde. Bah, il arrivait, il mettait son KO au 2e round, il mettait son KO au 1er round et tout le monde montait dans le train. Moi, en tant que promoteur sportif, tu crois que je pense quoi de Mohamed Bayo? Mais pour moi, ça reste la poule aux odeurs. Mohamed Bayo, il vient demain, il va recombattre. On a compris que le niveau qu'on lui a donné était un peu plus haut. On va baisser un peu d'un poil, on va lui donner un adversaire moins fort. Mais bien sûr qu'on va lui donner l'opportunité parce que ce mec-là il développe le sport. Il développe le sport. Explique-moi en quoi une fille comme Liana Jojoa développe le sport. Elle arrive, elle est timide, elle ne fait pas de call-out, elle ne parle à personne. Elle arrive, elle est timide dans l'octogone, elle se fait dérouiller, elle ne dit rien, elle va en silence, elle rentre chez elle. En quoi elle développe le sport? Même son adversaire, celle qui a gagné la Russe et tout derrière, en quoi elle développe le sport si elle n'apporte pas cette plus-value, qu'on la connaisse. Moi, quand j'ai Tekena qui à la fin dit « Je veux Ivana », j'ai appris que elle est à 4-0, elle est forte et tout, faisons la ceinture inaugurale des flyweight dans la foulée. La ceinture, elle est déjà là. La ceinture a été commandée et elles vont combattre. Les deux m'ont interpellé sur Twitter. Ivana va affronter Tekena sur RS8, c'est garanti. C'est ça qui développe le sport. Ce sont des actions comme ça qui développent définitivement le sport. Pas les blabla de dire oui, mais non, tu parles trop, tu as trop osé. Qu'est-ce que ça a à voir avec la performance sportive? Qu'est-ce que ça a à voir? Si l'œil et le karma étaient le truc qui marchait, bah, Conor McGregor ne sera jamais devenu champion du monde ou double champion du monde. Si le karma et l'œil marchaient, Khabib ne serait pas devenu qui il est. Puisque Khabib, sur les presse-conférences, disait « Je vais smash tout le monde. Votre petit chicken là, je vais le smash. » Et il venait, il le smashait. Et alors, est-ce qu'au bout d'un moment, on a dit, comme il n'est pas humble, il a perdu? Non, on parle de performance sportive. On parle de personnes, est-ce qu'elles sont capables
de maintenir la performance sportive malgré des convictions et des déclarations. C'est tout. Aujourd'hui, il ne faut pas confondre arrogance et conviction. Le petit Bayo, il a quelque chose qui prend 10 ans à des personnes de comprendre. Il a des choses, il a compris qu'il faut qu'il déclare et qu'il donne ses envies. Et moi, je trouve qu'il est bien dans ce qu'il fait. Et puis, arrêtons de regarder le verre à moitié vide. Sérieusement, les gars. Est-ce que vous n'avez pas vu que l'adversaire de Mohamed Bayo était en mode survie sur 2 minutes? Sérieusement. Sur le combat contre Karim Yadji, qui est plus solide, qui avait déjà mis des soumissions, qui est l'un des meilleurs combattants en boxe, le gars était offensif et il n'arrêtait pas d'attaquer. Sur Mohamed Bayo, il était en train de fuir toutes les soumissions. Il reculait, il fuyait, il reculait. C'est ce qu'on veut. Vous demandez quoi? Le peuple veut quoi? Effectivement, il y a des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui se cachent derrière des écrans et qui disent oui, bah, bien fait pour toi, t'as perdu, t'as trop. Mais non. Lui, il a fait, il a mis en danger un mec comme, il a mis en danger, sérieusement en danger. Donc, effectivement, ça n'a pas marché. Effectivement, sa team et lui vont revoir comment travailler, décider comment faire de la prise de masse s'ils veulent rester à 77 kilos, décider s'ils veulent descendre, s'il est capable physiologiquement, ça c'est une question aussi, de descendre à 70 kilos. Ensuite, voir un peu des adversaires moins forts. Je pense à quelque chose, le retour de Murtel. Ça pourrait être Murtel contre Bayo, par exemple. Ok. Ça, c'est un combat qui pourrait faire sens. Parce que du coup, il y a la dangerosité de la boxe de Murtel, mais derrière, il y a aussi la dangerosité du sol de Bayo. Et là, on équilibre quelque chose. Mais tout ce que j'essaie de dire, c'est que ce petit-là a quelque chose et on ne doit pas le décourager. On ne doit pas lui dire qu'il a fait faux. Parce que quand vous aurez un mec qui est plat, qui vient et qui a une platitude extrême, qui ne dit rien, qui est timide, qui passe, on n'a plus de saveur, on n'a rien. Ce sport, c'est de l'entertainment. C'est exactement ça, monsieur. Je suis entièrement d'accord. On va finir cette parenthèse RS6 avec le People's Main Event, le main event du peuple, qui opposait Beisangour Shamsonov à Michael Marisardi. Qu'as-tu pensé de la performance de Beisangour, qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu te dis là, ça y est, bon, on a quelqu'un qui est très sérieux pour la suite? On a quelqu'un qui est très sérieux pour la suite. Depuis le premier jour, je suis en high. Je vais le dire sincèrement, depuis le premier jour, j'ai ce truc-là, j'ai une lecture, je sais, le petit, il est passé à la salle, comme ça, il est passé s'entraîner, quand il m'a demandé, quand son grand frère Ruslan m'a demandé, on voudrait venir dans la team, on voudrait faire Management Factory, on voudrait s'entraîner avec vous, MMA Factory. Après avoir vu une de ces séances, j'ai fait, attends, j'ai réfléchi, oui, d'accord. parce que c'est évident qu'il est bon, le petit. Et puis, voilà quoi, je l'ai dit, vous commencez à me connaître aujourd'hui, j'ai quand même un petit regard qui est assez propre sur le MMA. Je peux voir, et je peux dire quand même quand quelqu'un a un petit truc, et je le sais qu'il a un très gros truc, il est bon. Je l'ai vu s'entraîner, je l'ai entraîné, Baggy, je l'ai vu péter des jabs sur les pattes d'ours, je le sens, je vois la vitesse, je vois l'énergie, je vois ce qu'il a comme mental. Je l'ai vu tourner de manière très agressive avec des grands noms comme Sirgan, comme Nassourdine Imavov. Je l'ai vu aller tenter des trucs, même si ça ne passait pas, mais tenter des choses, oser des choses et tout. Il a de l'avenir. Maintenant, il y a toujours ce truc de curseur à déplacer. Le curseur sur la règle, sur le réglage qu'on lui a fait était un curseur de OK, tu es un aventurier, tu vas trop à la folie, tu vas avec ton cœur, tu donnes beaucoup, recule un peu, fais attention, sois prudent, touche-le, fais un step en arrière, utilise ta boxe, t'es un gars bon et tout. Bah, il s'est mis dessus. Et il a suivi ça à la lettre. Sauf qu'effectivement, moi, à partir du 3e round, si j'étais dans son coin, j'aurais commandé qu'il aille chercher la finition. Parce que il y avait de la place, parce que il avait déjà toutes les informations de la vitesse de Marisardi, il avait les informations sur les capacités physiques de Marisardi, il avait tout capté les informations.
il restait le moment d'accélérer ensuite après le jab et tout, au lieu de faire un jab qui est un jab super explosif et rapide, donc qui n'a pas de suite, parce que tu le claques pour qu'il revienne. J'aurais voulu qu'à partir de ce moment, qu'il mette un jab qui est suivi, le jab qui n'est pas très profond, qui n'est pas très rapide, mais qui est suivi du bras arrière, et ensuite éventuellement aller chercher le corps. J'aurais bien aimé qu'il pète un jab suivi d'un low kick, par exemple. J'aurais bien aimé qu'il y ait une suite et qu'il y ait une pression pour le faire craquer et le faire mettre un genou à terre. Parce que c'est une construction de carrière. Et je parle là avec avec toutes les casquettes en disant, en tant que manager, en tant qu'entraîneur, je vois à peu près ce qu'un promoteur a besoin. Quand le match est équilibré, comme Moustapha Haïda, Léopold Goy, bon, tu ne peux pas demander plus que ça, puisque c'est équilibré. C'est dur. Ils ont essayé de se terminer l'un et l'autre, mais c'est difficile. Quand le match est à sens unique et outrageusement dominé comme il a fait, ça devient un devoir pour celui qui domine outrageusement de viser la finalisation. Et encore une fois de plus, ce n'est pas uniquement la faute de Bagui, c'est la faute de nous, les entraîneurs de Bagui, dans le sens où le curseur, on doit le ramener va chercher à finaliser finalement. Quand tu as compris que tu domines, quand tu as compris que tu as pris toutes les informations, les datas qu'il te fallait pour analyser le combat, quand tu sens que tu l'as, il faut que tu comprennes que ta vidéo doit être virale le lendemain. Si tu as l'occasion de finaliser pour que tu puisses avoir cette viralité le lendemain, tu le fais. Parce que dans la foulée, un manager, même quand tu es encore à ton stade de tout débutant, de moi, la première vidéo du premier combat de Cyril Gane au TKO était déjà dans les mains des matchmakers de l'UFC dès la première vidéo. Enfin, pour être beaucoup plus clair, j'avais déjà envoyé le lien, l'information à Mig Ménard. Ce soir, il y a un de mes poulains qui va combattre sur le TKO. Regarde l'événement. Pour être sûr qu'il avait bien vu le combat, j'ai copié la vidéo que je lui ai envoyée pour lui dire, voilà ce que le petit dont je te parlais a fait. Le gars, il a 0-0. Et tu te dirais, bon, pourquoi tu vas parler à l'UFC alors qu'il a 0-0? Parce que tu construis quelque chose avec eux. Tu leur racontes une histoire. Tu ouvres des pages. Tu leur racontes un bouquin. Et du coup, comme ils ont ouvert les 2 premiers chapitres, ils disent, oh, j'ai envie de voir la suite. Et en gros, c'est de ça que je parle. Il faut que l'histoire, le chapitre, il soit un chapitre beau. Donc, il y avait toute la beauté du combat. Il y avait le surclassement total. Il a manqué cette petite série, ce qui fait que la vidéo qui a envoyée à l'UFC, c'est une vidéo où il y a un finish et qui fait beau. Mais encore une fois de plus, ça dépend toujours des adversaires parce que faut pas l'entendre et faire ça sur tous les combats. Il y aura des combats où c'est quasiment impossible de terminer l'adversaire. Et là, tu es obligé de t'adapter parce que tu n'arrives pas à trouver le moyen de terminer et que tu vas prendre des gros risques. Voilà. Bien. Parenthèse, RS Fighting Championship. Close. Le 25 juin, il y a quand même une petite dinguerie qui se prépare avec Karla Moussou contre Abdul Abdouragimov. En fait, pas vraiment close, pardon. Parce que je vois pas mal de gens sur les réseaux sociaux et tout qui disent c'est plié, Abdul va déglinguer Karl. Ils s'en foutent. Je pense que les gens ne savent pas qui va affronter Abdul. Je mets Abdul favori, mais attention quand même. Ils s'en foutent. Ce n'est pas rendre service à Abdul que de lui raconter que ça va être du gâteau. Karla Moussou, en termes de... Quand il arrive avec son A-game, c'est un problème. Le jour où il est en forme, physiquement, et qu'il arrive stable mentalement, il a un problème. Alors... Là, je pense que ça va être le cas, hein, parce que tout est réuni pour que les deux soient vraiment au top de leur forme. C'est ça. Mais maintenant, encore une fois de plus, je les ai fréquentés et je sais que
ça peut être compliqué des fois. C'est que Karl est sensible avec beaucoup d'émotions. Et ces sensibilités peuvent arriver et puis il est en état de flow, en mode il gagne un combat flawless, mais il y a des fois il arrive, il est très inquiet. C'est dur sur lui, c'est compliqué, les infos, émotionnellement, il n'est pas... Et puis tu vois des trucs, par exemple, son combat qu'il a fait au Venator. C'était ça le Venator? Ouais, c'est le Non, Venator. c'était pas le Venator, ça. Le Venator, c'est en Italie. Mais non, c'était pas le Venator, c'était un truc avec Thor, mais c'était en Belgique. C'était une organisation française, mais on s'est déplacé en Belgique pour faire un événement. J'oublie le nom de l'événement, je sais plus, quelque chose avec Thor à la fin. Mais cet événement-là, il a affronté, il avait un combat annulé, on lui a mis un jeune gars qui avait que 4 combats avec un palmarès pété de ouf. Et c'est un combat où j'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu des grosses frayeurs parce que l'approche du combat était compliquée pour Karl. Il y a des phases comme ça où ça peut être compliqué pour lui parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais Karl qui arrive avec son A-game, c'est chaud à mort. C'était? Le fighter. Le fighter. C'est ça. Et donc, tout ça pour dire que les deux, ça va être difficile. Là. C'est un combat chaud, mais chaud, genre, là j'en parle, je suis, mais chaud, c'est énervé. Dans le sens où c'est chaud. Tu sens qu'il y a la carrière de quelqu'un qui va prendre un plomb dans l'aile, c'est chaud. C'est exactement ça. Tu vois, c'est chaud. Les deux sont dangereux, c'est chaud. Et bah oui, c'est très excitant. Mais comme je vous ai dit, c'est un arbre qui cache la forêt en réalité. Parce que derrière ça, il y a une immense forêt. Il y a la ceinture en middleweight de Ahmed Salamov contre... Alors, José Galindo. Voilà. Galindo José. Il y a ensuite le combat entre William Gomis et un combattant qui a été classé numéro 1 du pound for pound de l'UFC. Un moment dans sa vie. All right. Tu sais c'est qui? Non, vas-y. Renan Barao. D'accord. Ah oui. Il sort fraîchement de l'UFC, direction Paris. Ouais, bah après, c'est pas un cadeau pour Monsieur Gomis fraîchement arrivé au MMA Factory. Il n'y a jamais de cadeau avec les gars du MMA Factory. Enfin, je t'ai déjà expliqué cette histoire en te disant que malheureusement, quand tu te retrouves dans la position à laquelle je suis, pour qu'il n'y ait aucun doute sur les conflits d'intérêts, tu deviens plus royaliste que le roi et donc tu envoies la sauce. Donc, William Gomis va affronter Renan Barao. C'est pas qu'il a été champion de l'UFC, mais il n'a pas juste été champion de l'UFC. Il a été classé numéro 1 du classement pound for pound. C'est vous dire le niveau du mec. Il arrive, il passe de 61 kilos, il va combattre 66 kilos contre William Gomis. Ce n'est pas tout. Il y a Slim Chabeski. Vous avez entendu parler du bordel. Ah, ça fait un moment qu'on en parle de ce monsieur. Sparring de Francis Ngannou, sparring de Cyril Gane, celui qui jette tout le monde dans tous les sens. Il revient, il va affronter Luis Henrique, le premier adversaire de Francis Ngannou à l'UFC, le Brésilien qui est à l'équipe olympique de lutte du Brésil. Ils vont s'affronter sur la même carte. Sur la même carte, il y a un prospect russe, poids lourd, Kirill, qui est simplement le russe le plus gros possède en ce moment en voie d'entrer à l'UFC. Il est à 13-0. Invaincu. Un monstre. Sur la même carte, on a Damien Lapillus contre Ilyes Jérôme. Ok. On a Amin Ayoub contre l'ancien adversaire de Damien.
Ok, Comment il Khrouchtchevski. s'appelle? Ouais, Khrouchtchevski. Voilà, Mais Khrouchtchevski. est-ce que ça, c'est une demi-finale pour le prochain title shot lightweight? Le but, c'est que les deux qui sortent vainqueurs de ce combat fassent la ceinture sur Ares 8. D'accord. Donc je le rappelle pour les gens, RS8 qui devrait se passer autour de l'UFC Paris. Probablement. Probablement. C'est ce que tout le monde dit. C'est ce que tout le monde dit. Pour le moment, moi, je n'ai pas confirmé. Probablement. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, Bah, c'est pas tout. Hein. Ah oui, d'accord. Il y a chez les filles un gros duel franco-français. On va même dire un duel d'anciens teammates chez les filles. Yoni Razafiaresson versus Rizlen Zouak Ok. en bantamweight. C'est violent, ça. C'est difficile, ça. Très gros niveau de lutte versus très gros niveau de judo. Avec des filles qui évoluent et qui ont progressé salement sur le pied-point. Ça va être super intéressant. Elles se sont entraînées ensemble. Elles se connaissent. Elles ont eu le même coach. Elles ont eu le même manager. C'est archi intéressant comme fight. Qu'est-ce qu'on a sur cette fight card? Le retour de Temenlan Azizov. On sait déjà que c'est un poison et que c'est super compliqué pour sa lutte. Il aura quelqu'un en face qui va lui apporter une très bonne réplique. Il y a quoi d'autre que j'oublie sur cette fight card? Bah, faut laisser le suspense aux gens un petit peu, là. Faut laisser un peu de suspense, parce que t'as dit sur Twitter, tu sens le sold out. Oui, mais même si je sens le sold out, je te parlais tout à l'heure des éléments qui poussent au développement du MMA et de la pratique de masse. Il y a un élément qui n'est pas dépendant de nous, mais qui est dépendant de notre public. Et ça, c'est un petit coup de gueule que je vais pousser. Cet élément-là dépend de notre public. Il y a une mentalité qu'il faut absolument qu'on change. Pour faire une belle promotion, on a besoin des combattants. On a besoin d'un gros staff. On a une centaine de personnes comme staff qui travaillent sur Ares. La plupart de ces personnes sont des salariés. Il y a quelques-uns qui sont des contractuels qui viennent sur un contrat, sur un truc, sur une pause et tout. Et toutes ces personnes-là ont besoin d'argent, ont besoin de salaire, ont besoin de gagner l'argent de ce qu'elles ont fait comme boulot. Et il y a un truc qui se passe, c'est un phénomène qui se passe et que je voudrais dire ici et demander à ces personnes, à tout ce monde de prendre conscience de ce que c'est. C'est le fait de gruger pour entrer dans un événement. Il y a une grosse perte qu'Ares fait parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui grugent et qui passent, qui rentrent parce qu'elles prennent, elles passent avec des coachs comme si elles sont coachs, elles ont des faux bracelets, elles passent des barrières, elles ont des connaissances, elles se débrouillent pour que... C'est une honte. C'est vraiment il y a même certains qui s'en vantent. J'ai vu, on m'a envoyé une story où il y a Michael Lebou qui se vantait de gruger, de pouvoir arriver à l'événement avec des bracelets sans avoir payé. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Parce que promoteur sportif, c'est un vrai métier. Michael Lebou, il a un vrai métier quelque part. Et en gros, si tu es... Michael Lebou, il travaillait un peu dans le BTP, à la RATP. Quand tu as ce niveau-là de ce qu'il a, si jamais le gars vient, il te fait un chantier et que derrière, il te fait le chantier et puis voilà, tu gruges un peu, tu lui prends quelques sacs de ciment gratuitement et tout, c'est du vol, ça ne se fait pas. Bah, c'est la même chose pour nous. La même chose pour chacune des personnes qui travaillent sur Ares et qui essaient de développer les cadreurs, les vidéos, les machins. Tout le monde qui travaille là a besoin de gagner son argent. Il est important que le message soit passé auprès de tout le monde en disant, vous nous remerciez tous les jours de développer le MMA français. Vous avez la responsabilité de nous aider à développer le MMA français.
C'est parce qu'on va éduquer la population à payer le ticket qu'on va développer. Parce que sinon, l'UFC va venir une fois et puis ils vont plus jamais revenir. Parce que quand l'UFC me demande à moi, à nous, à RES, de faire un événement et de travailler avec eux pour combiner des événements, c'est pas parce qu'on est beau, c'est pas parce qu'ils nous aiment, c'est parce qu'ils savent que même s'ils sont l'UFC, quand ils arrivent sur le territoire, ils ont besoin qu'on ait développé la culture de payer pour aller regarder un événement. On souffre du bénévolat qui date depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand on a donné la première fois les vacances gratuites à tout le monde et qu'on allait au ski gratuitement. Et à partir de là, on s'est mis à construire des gymnases dans des quartiers, et dans des campagnes et tout gratuitement, où la gymnastique était gratuite pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas possible. Ça ne peut pas. C'est un modèle business qui ne peut pas continuer. Pour qu'on s'en sorte, il faut que, pour que des médias comme vous s'en sortent, il faut qu'il y ait des événements. Pour qu'il y ait des événements qui tiennent, il faut que les gens veuillent payer. Je lance un message ici à tout le monde. J'ai une tonne d'amis. Dieu seul sait que je connais plein d'amis qui m'écrivent et qui me disent, oui, tu peux m'avoir 2 places, tu peux m'avoir 5 places, tu peux m'avoir 6 places. Les gars, arrêtons avec les places parce que vous me mettez dans l'embarras. Je ne peux pas vous dire non. Je vous envoie des places. Et c'est ridicule en réalité. Parce qu'une place, elle coûte quoi? 29 €? 25 € la place? Rendez service. Le fait de donner... OK, je vais faire simple. Il est plus facile pour moi que vous me demandiez de vous acheter une place que de me demander de vous donner une place. Si j'achète une place, si j'achète 4 places pour vous et que je mets 100 € de ma carte de crédit, au moins la comptabilité dit que j'ai vendu un certain nombre de places et éventuellement mes investisseurs et les personnes qui pourraient être tentées à continuer à investir pour le MMA voudront investir parce que j'ai vendu plus de places. Mais si je continue à avoir des ventes qui sont basses et que tous mes amis et toute ma famille et tout le monde me demandent des places, on ne se bat pas pour le MMA. Je vous entends faire les moralisateurs sur tous les podcasts. Il y a tout le monde qui moralise tout le monde en disant oui, il faut faire ça, ils ont fait ça, ils parlent des trucs de cul, ils parlent des trucs de machin, ils parlent de choses qui n'ont rien à voir avec le développement du MMA. Le véritable développement du MMA, c'est ce dont je vous parle là. C'est-à-dire que prenons chacun des responsabilités. Moi, je prends le temps pour travailler sur le MMA tous les jours. Mes équipes prennent le temps de travailler sur le MMA tous les jours. Dites-vous que quand vous prenez un bracelet ou que vous piquez une place qui n'était pas la vôtre, quand vous prenez une place à 29 € et que vous risquiez derrière la sécurité pour passer à une place à 99 €, dites-vous bien que vous avez volé Ares. C'est du vol. Dites-vous concrètement que vous avez réduit, vous avez freiner le développement de la pratique du MMA en France. La pratique de masse du MMA passe par le fait qu'on ait des clients et qu'on puisse avoir un chiffre en disant, quand on est en réunion pour un modèle business, de pouvoir dire aux investisseurs, voilà ce que ça fait. Sur mon business plan, sur la prévision de l'année prochaine, voilà ce que je suis capable de te dire. Je suis capable de te dire que le Dôme de Paris fait 4600 places à la base. Mais avec tout ce qu'il y a comme théâtre et réduction de places, on est à environ à 3600 places. Donc, effectivement, si je suis capable de te vendre ça, alors je suis bankable et tu peux me prêter ton argent. Mais aujourd'hui, ce que vous faites ne nous aide pas. Je dis encore, chacun d'entre vous individuellement, ne sous-estimez pas le vol que vous organisez en grugeant pour entrer dans l'organisation. Ça ne nous aide pas. Parce que il y a des personnes qui ont déjà une valeur. Michael Lebous, c'est quelqu'un qui a une valeur. Il est passé au MMA Factory grâce au MMA Factory et parce qu'il a eu un certain nombre de combats, même si il ne va pas le dire et le reconnaître, il a eu une série de victoires qui lui ont permis d'aller à l'UFC. Ensuite, après l'UFC, bon, son projet de l'UFC est terminé, il est devenu un peu rebelle. Mais la réalité, c'est que Michael Lebous a apporté de la lumière au MMA Factory. Parce que le fait qu'il soit devenu un grand combattant nous a apporté de la lumière, parce que c'est un vecteur, parce que c'est une personnalité, parce que c'est quelqu'un à la base de bien qui se développe et qu'on suit sur les réseaux, qu'on aime, tu vois. Mais voir qu'il poste des vidéos où il encourage des personnes à ne pas payer l'entrée, parce que
Montrer un bracelet où tu dis, ce bracelet, bah, moi, je l'ai eu par tel et tout, je suis content, je peux passer. Et même son collègue Ebidi, bah, tu es wanted et tout. Wanted juste parce que tu ne veux pas payer une place, c'est ridicule. Et encore une fois de plus, enfin, si tu as un rôle de moteur, un rôle d'influenceur, oui, moi, il m'est arrivé parce qu'il y a des personnes qui ont de la visibilité, une grosse visibilité, qui peuvent être des influenceurs, de dire, OK, ça va de soi, tu es un champion d'Arès, oui, on te donne des places, tu viens, ils ont chacun 5 places, ils peuvent venir, les champions d'Arès, même il y a des personnes, des combattants qui sont connus, qui ont de la visibilité, comme Morgan Charrière, qui a de la lumière, qui on va dire, OK, on te donne des places parce que tu apportes ton grain de sable à l'écosystème. Grâce à toi, tu apportes de l'énergie et tu motives les jeunes à venir payer des places. Mais si on ne t'invite pas tout seul. Ce n'est pas possible de faire ça, c'est du vol. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le mot vol dessus que vous ne considérez pas ça. Chaque fois que vous ne prenez pas de place chez nous, vous nous dépouillez. Vous dépouillez des personnes qui bossent pour Arès, qui sont des salariés sur Arès et qui ont besoin d'avoir leurs revenus. Donc, il est vraiment important que dorénavant, le monde du... Moi, c'est simple. Quand je vais chez mon ami Benjamin, qui a comment ça s'appelle, qui vend des lunettes, qui est optical.com, bah, moi, je vais chez lui et je vais prendre des lunettes et il me dit, mais non, c'est gratuit, tu prends. Je dis non, c'est important que je paye parce que chaque fois que je ne donne pas, au moins vends-moi ta place, vends-moi tes lunettes, au moins au prix d'achat, parce qu'il est important que je te donne la force. C'est du business, messieurs. Il y a de l'entertainment. Vous considérez que vous avez du boulot et vous pensez que le MMA, c'est un jeu, mais c'est pas un jeu, c'est un métier. Et il est important qu'on comprenne que on doit chacun mettre son 1$, son 1€, parce que chaque euro fait qu'on ait un capital et qu'on puisse réinvestir pour qu'on vous maintienne des événements. On fait des événements tous les mois. On espère qu'en 2023, on va faire des événements toutes les 2 semaines. Mais si vous ne nous payez pas, comment on fait pour faire les événements toutes les 2 semaines? On va arrêter, on ne pourra pas le faire. Voilà. Eh bah, j'étais pas au courant de ce trafic de bracelets. Attention, parce que la sécurité risque d'être renforcée pour les prochains événements. C'est déjà le cas, mais encore une fois, Guillaume, c'est un coût en plus. Notre événement, le niveau d'événement qu'on a, ne devrait pas avoir le niveau de sécurité qu'on a commandé. Quand vous allez à l'UFC aujourd'hui, vous avez une machine qui est une espèce de badgeuse sans fil, où tout le monde a son bracelet, et quand vous passez, le badger vous dit, le badge vous dit la classe dans laquelle vous êtes, où vous êtes, devrez être, et le gars de la sécurité n'a même pas besoin de toucher votre badge, il regarde juste son écran, et de manière, par Wi-Fi, il a les connexions et l'information de, vous êtes le coach d'un tel, vous êtes de tel camp d'entraînement, votre place est sur la catégorie or, catégorie argent. On a investi dessus. Mais c'est dommage parce que ça nous coûte beaucoup d'argent, on n'était pas prêt de le faire. Mais tellement on se fait défoncer qu'on est obligé de le faire. On est obligé de passer par là. Et c'est dommage. C'est l'OMMA français qui recule. C'est bien beau d'avoir des belles paroles, de nous dire merci, de nous remercier pour l'effort qu'on fait pour l'OMMA français. Mais s'il vous plaît, donnez-nous un coup de main. Sinon, on va arrêter. On ne peut pas tenir comme ça. Si à chaque fois, il y a la moitié du chiffre d'affaires qui vole en éclats parce qu'il y a des personnes qui se débrouillent pour se faire inviter ou pour ne pas payer l'entrée. Ce n'est pas possible de faire ça. Aujourd'hui, les personnes dont je parle ont un pouvoir d'achat. Quand je vois qu'il y a des petits jeunes qui sont dans la précarité, qui investissent 25 € pour venir à l'événement, et qu'il y a des personnes qui ont les moyens et qui se font un plaisir et un point d'honneur de ne pas payer parce que, soi-disant, comme il est connu, il ne devrait pas payer, c'est une honte. C'est capital, c'est important qu'on comprenne ça, que pour le développement du sport en France, on devrait être fier de montrer. D'ailleurs, je lance un hashtag. J'ai mon ticket, hashtag mon ticket. Vous avez votre ticket, vous achetez votre ticket, vous le montrez sur les réseaux en disant « Moi, j'ai mon ticket, moi, je ne gruge pas, je ne vole pas, j'ai mon ticket pour RS7 ». Merci beaucoup pour le soutien, les gars. Et sachant que de toute façon, pour RS7, je pense que là, il y a pas mal de gens qui vont prendre leur ticket.
On passe aux questions. Vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand. Par contre, il y avait une petite parenthèse aussi sur l'UFC. Là, on est dans une période creuse de l'UFC. Toi, je voulais savoir pourquoi, en ce moment, j'ai l'impression qu'on est dans une nouvelle ère au sein de l'organisation où, en dehors des pay-per-view et des événements où il y a du public, bah, c'est un peu la crise. Il y a deux éléments importants. Le premier élément, c'est que l'événementiel, c'est vraiment difficile. Faire une Fat 4, c'est très compliqué. À notre petite dimension, c'est déjà très compliqué de faire une Fat 4. Enfin, vous avez vu en France un peu ce qui se passe avec les Fat 4. C'est compliqué pour tout le monde. Il y a peu d'événements qui réussissent à mettre une Fat 4 qui tient la route. C'est compliqué de mettre successivement toutes les semaines une Fat 4 qui tient la route. Nous, on fait des Fat 4 mensuels. Mais imaginez l'UFC. Il y a combien ils ont signé pour combien? Une cinquantaine d'événements? C'est combien 44, ouais, 44 par an. 44 événements. Imaginez 44 événements sur une année. Au bout d'un moment, pour peu qu'il y ait des blessures, pour qu'il y ait des retraits, pour que vous vous retrouvez avec une Fat 4 très faible, parce qu'il y a deux grands noms qui ont disparu de la Fat 4. Donc, la question que je me pose souvent, à chaque fois que je fais face à une situation, c'est est-ce que j'aurais fait mieux? Ça, c'est très important. Le milieu du sport de combat de manière générale et le milieu du MMA, de manière générale, ne dit pas qu'est-ce que j'aurais fait à la place. Si j'étais M. Dana White, qu'est-ce que j'aurais fait? On critique sans se poser de questions, on ne se pose même pas de questions. On ne veut pas comprendre ce qu'il y a, on critique. Moi, quand je me pose la question, je sais que c'est difficile puisque je sais comment on galère pour organiser les événements. Et pourtant, on n'a pas le niveau de l'UFC. Du coup, je pense qu'ils essayent de faire de leur mieux, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de cartes à remplir et qu'ils ont un contrat à remplir avec ESPN. La deuxième des choses, c'est que effectivement, ils pourraient, je n'ai pas la preuve de ce que je dis que je suis là, je spécule. Effectivement, quand tu as un contrat avec ESPN et que tu as déjà sécurisé tes 1,5 milliard et que de toutes les façons tu les as, tu pourrais ne plus être très regardant sur les Fat 4. Tu pourrais te dire, bon, si je loupe une, c'est pas bien grave. Ensuite, tu loupes deux, ensuite, c'est pas bien grave. Ça pourrait être le cas. Mais connaissant la mentalité de l'UFC, je ne pense pas, parce que je vous jure, j'ai l'impression qu'ils sont sur les chiffres comme jamais c'est une véritable entreprise. Est-ce que vous savez que pendant qu'on est en train de regarder l'événement Ares et qu'on est assis au bord du ring, là, de la cage d'Ares, est-ce que vous savez qu'en temps réel, je reçois des textos de M. Teshi, qui est le responsable du pay-per-view de l'UFC et qui est le responsable de UFC Fight Pass. En temps réel, il me dit, c'est très bien ce que vous faites, ou il m'envoie un texto en me disant, dis à tes committee managers de ne plus poster des finalisations. Parce que quand on poste des finishes, les gars se déconnectent de UFC Fight Pass. Nous, on perçoit qu'il y a moins d'abonnés en un temps T pour aller regarder vos réseaux sociaux. On vous paye pour avoir de la performance sur UFC Fight Pass. Restez connectés. Par exemple, Monsieur Zebo, qui nous a pété la cage, il nous a mis en absence où, pendant ce laps de temps où il y avait ce temps mort, c'était une hémorragie en termes de connexion. Pour vous dire combien de fois ils sont au taquet, ça veut dire que l'UFC, s'ils sont au taquet sur une petite boîte comme Ares, sur la vision et la visibilité, imaginez un peu le côté performance qu'ils ont, le niveau de côté performance qu'ils ont. J'ai un exemple que j'aurais pu donner, mais je ne vais pas pouvoir le donner, sur l'UFC en septembre-là. Lui, juste une idée de quelque chose qui pourrait être une interférence sur la qualité de la diffusion fait que les décisions sont prises différemment. Alors que l'UFC est tellement au taquet sur la performance au-delà des contrats qu'ils ont parce que c'est un produit à vendre, c'est une marque à vendre. Les 3 lettres UFC signifient la réussite, la performance.
le meilleur, le benchmark en termes d'événementiel. Aller se reposer sur ses lauriers juste parce qu'on a encaissé déjà les 1,5 million d'ESPN, je n'y crois pas trop. Parce que je vous dis encore, vu le faible contrat que nous, on a avec eux, et vu la pression qu'ils nous mettent, je vous dis, au détail près, je reçois en temps réel des personnes, il y a déjà des employés qui sont des personnes lambda de chez UFC, Fight Pass, qui communiquent avec moi et les équipes de production d'Ares. Mais le patron me texte en temps réel en disant, vous êtes en train de tuer le game, c'est très bien, continuez. Et dès qu'il y a une attente, parce qu'il y a une longue interview, vous voyez, des fois il y a des interviews, des fois il n'y a pas d'interview. Parce que c'est pas un hasard. La télévision nous donne la commande en disant, les gars, évitez les longues interviews. Une longue interview, ça nous fait quelques déconnexions. Restez connectés. Voilà un peu la réalité du game dessus. Et c'est pas facile l'événementiel. Il faut prendre beaucoup de recul. Il faut être tolérant. Il faut se mettre à la place des gens et vous poser la question, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais à leur place? Et ben voilà, la boucle est bouclée. Donc vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez qui y répond avec plaisir. Ça se passe dans l'espace commentaire sur YouTube. Et donc là, on a une question concernant le retour de Conor McGregor. Conor McGregor qui est en France, qui n'était pas à Arès malheureusement. Donc, bonjour, j'ai une question pour le prochain podcast. J'aimerais avoir l'avis de Fernand Lopez sur les images d'entraînement de Conor McGregor, qu'il met lui-même en ligne en ce moment. Il s'agit de son travail en anglais sur pattes d'ours et la cible dont je ne connais pas le nom, on dirait un Pao arménien, je crois. On voit un McGregor qui travaille de manière statique et posée, la vitesse ne semble pas impressionnante, peut-être l'effet de la vidéo. Que travaille-t-il? La puissance, point d'interrogation, la technique et le déplacement lors des frappes, point d'interrogation. On le voit déclencher beaucoup de bras avant en crochet. En tout cas, on semble loin du Conor sautillant, extrêmement mobile, à l'affût du contre. Change-t-il son style? Est-ce dû un changement de catégorie? Pensez-vous que c'est un choix ou une obligation, car il n'arriverait plus à être aussi mobile, ou juste une réathlétisation temporaire? Merci et désolé pour la longueur du post. Ce que les gens font souvent comme erreur, c'est de vouloir détecter la teneur ou la contenance d'un camp d'entraînement et d'une direction de camp d'entraînement sur une vidéo regardée. Pour vous donner un exemple, quand vous faites de la musculation, de la préparation physique, vous allez à un moment donné décider de prendre un cycle de développement de la force. Donc, le principe de la force, c'est de pousser les charges lourdes. Et dès qu'elles sont lourdes, les charges, la vitesse de développement de pousser de la charge, elle est lente. Et donc, si vous arrivez à la salle d'entraînement ou si vous avez un bout de cette vidéo, vous pouvez vous dire, oui, mais comment ça se fait? Cyril Gane aurait-il changé de stratégie? Est-ce qu'il ne veut plus bouger, ne veut plus être mobile? C'est un peu l'exemple. Alors qu'en fait, c'est juste une partie de cycle. En gros, vous décidez, vous avez 6 mois devant vous. Vous dites, OK, je fais un développement de force. Ensuite, quand je vais terminer avec la force, je vais repartir sur ce qu'on appelle une dynamique ondulatoire. Je vais rebaisser et de redescendre sur quelque chose d'explosif. Et puis, éventuellement, je vais... à période d'affûtage, je vais vraiment me concentrer sur de la vitesse et je vais repartir dessus sur la vitesse. Et en gros, vous ne pouvez pas percevoir sur une seule séance d'entraînement, une vidéo précise, un geste isolé. Le geste, il y a un de mes professeurs qui disait à l'INSEP que le geste technique ne s'enseigne pas, il se libère. Le geste, en fait, on le libère et on le travaille de manière l'ensemble, la globalité du geste, la technique globale. Ensuite, à un bout d'un moment, on va l'isoler, le geste, et on va le séquencer. Il y a des personnes qui sont câblées sur cette méthode dont j'appelle le GAG, c'est le Global Analytic Global. En gros, il y a des personnes qui sont câblées en global et qui ont besoin de voir le geste global et d'étudier, d'apprendre le geste global. Et donc, le geste global, ça veut dire qu'il parle de jab, de crochet ou de position, de déplacement en même temps. Ça peut être de check hook. Je me déplace, je frappe en même temps. Mais en gros, pour l'enseigner, je vais l'enseigner de deux manières. De manière analytique dans un premier temps. Je suis sur place, je fais mon crochet. Ensuite, je le fais analytique. J'aspire, je me déplace. Ensuite, analytique, je compose tout et je passe en global. Je mets mon crochet check hook en global. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que je ne sais pas et je ne peux pas répondre à la question du monsieur. Je ne saurais pas dire si l'objectif de Conor, c'est de ne plus se déplacer parce que ça ne veut rien dire.
les personnes qui se déplacent le plus souvent, je prends le cas dans ma salle, en tout cas, des Taylor la plus de Cyrilian, qui ont des déplacements assez, c'est connu qui se déplacent beaucoup. Ces personnes-là, il y a des phases d'entraînement où on isole le geste et où on ne se déplace plus, où j'exige qu'on reste sur place pour masteriser le geste, pour contrôler la trajectoire du geste. Ensuite, on remet le déplacement bien plus tard. Donc, ça ne veut rien dire, en gros, je peux pas savoir ce qu'il veut faire. Je peux vraiment pas savoir. Faut pas mettre une corrélation entre le fait qu'il ait pris de la masse, qu'il soit à 67 kilos, qu'il vise combattre à 67 kilos, pour se dire, ah, il veut plus se déplacer. Mais non, tout au contraire, plus on monte des catégories, si tu gardes ton déplacement, tu as de l'avantage. Mais en tout cas, ma réponse serait de la pure spéculation et je raconterais des histoires que je n'ai pas envie de raconter. Je ne sais pas exactement ce qu'il est en train de faire, Conor. Mais par rapport à ce qu'il montre, c'était peut-être l'autre question surtout, c'est par rapport à tout ce qu'il montre depuis le début là, est-ce que toi tu trouves que c'est... Enfin, est-ce que tu comprends pourquoi il montre ça? Moi c'est plus ça. C'est qu'en gros, j'ai du mal à me dire... Enfin, je trouve pas ça particulièrement rassurant. Encore une fois de plus, c'est de la spéculation. On choisit de montrer des trucs qui ne sont pas... Je vous C'est promets... bizarre de montrer ça. Enfin, tu vois, tu vas pas montrer un truc... Enfin, si tu montes, c'est pour te montrer sur ton meilleur jour. Tu sais, quand il faisait, par exemple, son ground and pound et qu'il disait « Bah, j'ai le ground and pound le plus dangereux de tout l'UFC. » Non, c'est pas le mauvais jour, c'est juste de dire que j'ai fait autre chose. Je dis encore que les communications, elle est complètement faussée de manière générale. Quand on a montré, moi ça m'a joué des tours. À la fin du premier combat de la ceinture de Francis, vous vous rappelez, tout le monde nous critiquait en disant, vous êtes trop bête. Vous préparez un combat contre un lutteur et vous n'avez fait que des pattes d'ours, c'est du striking. Les États-Unis, la moitié des États-Unis, enfin la moitié de ceux qui me connaissent aux États-Unis pensent que je suis un coach de striking et que je suis un spécialiste de striking parce que ils ne m'ont vu que sur des pattes d'ours. Alors que 85% du temps d'entraînement de Francis au MMA Factory, c'était essentiellement de la lutte et du grappling. Mais on ne le montrait jamais parce qu'effectivement, on ne voulait pas déjà montrer, puisque c'était une phase de développement, une phase d'apprentissage. C'était moche à voir ce qu'on faisait. C'était laborieux ce qu'on faisait. C'était de la galère. En gros, Francis, on lui mettait 3 personnes et lui, il était seul au milieu et puis c'était galère, ça luttait, ça grapplait, ça luttait tout le temps. C'était que ça. C'était très usant pour lui. Il avait des black belts qui étaient sur lui, qui lui compliquaient la vie. C'était difficile. Mais ça, les gens ne l'ont jamais vu. Les gens n'ont jamais su ça et les gens critiquaient parce qu'ils se basaient sur ce qu'on donnait comme vision de la chose. Mais ce qui était complètement faussé. C'est pour ça que je dis que je préfère être prudent, mais c'est promis, je note ça et si tu me le rappelles sur le prochain King and Deji, je vais te répondre parce que j'ai un rendez-vous avec Odier. J'ai un rendez-vous. Donc Odi Attar, qui est le manager de Conor McGregor. Voilà, j'ai un rendez-vous dans 2 jours avec Odier. Et donc, du coup, je vais lui poser la question de quoi on me parle en fait, comment ton gars il s'entraîne, vous visez quoi et tout. Et puis voilà. Et puis, je sais pas si Conor sera là pour que je lui pose la question en direct, mais en tout cas, moi, j'ai une réunion avec Odier et dans le cadre de d'autres affaires et tout. Et puis voilà, mais vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de mitonner, je n'ai pas envie de raconter des histoires, je ne sais pas. Ok, ben on en parlera la semaine prochaine alors. Le King, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Je pense que là, vous avez beaucoup appris sur le MMA français, même international. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, 18h. Ça se passe sur toutes les plateformes, je préfère le préciser. Donc c'est sur YouTube, mais aussi sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, et j'en passe. À très vite, monsieur. N'échangez rien, s'il vous plaît, donnez la force. Un petit clic, une cloche, un abonnement, un commentaire. Changez rien, développons le MMA français. Oh, wow. À la semaine prochaine.